La créature du lac Noir par Jean-Claude Rémy. Jadis, il y a de cela des siècles et encore quelques siècles, vivait au fond du lac Noir une créature monstrueuse. Un énorme animal gros comme 3 gros zébus, ressemblant à une espèce de calmar gigantesque, d'une grande laideur. C'était une hydre géante. Elle possédait des tentacules très longs, mobiles comme des serpents et terminés, tout comme ceux des calamars, par des espèces de langues munies de ventouses rosâtres et gluantes, rondes comme des soucoupes. Et ce monstre ravageait la région. Au début, quand il était petit, il ne volait que des poules ou des chats. Mais l'hydre grandissait vite, car elle mangeait beaucoup. Elle se mit à capturer des chiens ou des chèvres, puis des bœufs. Enfin, elle goûta de la chair d'homme. Ce nouveau gibier lui plut, et la sale bête ne chassa plus désormais que des hommes, des femmes et des enfants de préférence car ils étaient plus tendres. On fuyait les abords du lac, on fuyait ce monstre amphibie mangeur d'hommes. Ce lac devint même sacré, car il appartenait aux démons. Le roi essaya de se débarrasser du terrible animal. Mais son armée elle-même ne put rien faire contre le monstre qui emporta le général et son cheval, son aide de camp et 3 porteurs de bannières. Lances, flèches, poisons, catapultes, haches, rien n'y faisait. Quelques héros courageux et un peu inconscients essayèrent de lutter contre la bête hideuse, qui n'en fit rien évidemment qu'une bouchée. Le roi fit alors appel aux devins du royaume, aux sorciers, aux savants. Tous se déclarèrent impuissants. Un jour arriva au palais une vieille femme édentée très laide, d'une saleté repoussante, vêtue d'une espèce de sac d'où sortaient des membres grêles et noirs de crasse, les siens, et une tête ridée aux cheveux gris, emmêlés et gras, la sienne. Elle s'accroupit devant la cour, sortit de son infâme besace un paquet de dents jaunâtres, les siennes. Elle les prit dans ses 2 mains jointes en coupe. Elle jeta les dents sur le sol et les examina attentivement pendant de longues minutes. « Voilà ce que disent mes dents. Ô vous tous qui m'écoutez, chaque année, à la première lune de printemps, vous offrirez à la bête un sacrifice humain. Ce n'est qu'à ce prix que vous aurez la paix. Voilà ce que disent mes dents. » L'assistance respira. On savait enfin ce qu'il fallait faire. « Mais comment saurais-je qui offrir au monstre ?» demanda le roi. « Un rêve te le dira, la veille du jour du sacrifice. Et quelle que soit la victime, tu devras obéir, roi ou pas. Ce n'est qu'à ce prix que vous vivrez tranquille. » Et la vieille ramassa ses dents, les remit dans sa besace et repartit en clopinant on ne sait où. Ainsi, chaque année, la même nuit de pleine lune, la créature sortait sur le rivage en se traînant et venait chercher son tribut. Un être humain, homme, femme ou enfant qu'elle emportait dans les eaux glauques du lac pour le dévorer. Et chaque fois, la veille du fameux jour, le roi faisait un rêve qui lui désignait celui ou celle qu'il allait offrir à la bête du lac Noir. Et cela lui suffisait pour 1 an. Elle ne s'attaquait plus aux humains ensuite. Mais, si on ne lui donnait pas son tribut, elle devenait folle, se tordait de colère, sortait toute la nuit en rampant, terrorisait les villageois et finissait par retourner dans les profondeurs du lac avec 1 ou 2 enfants, ou des adultes s'ils n'avaient pas fui assez vite. Puis, elle revenait souvent,
et terrorisait le pays. Aussi le roi veillait-il à obéir scrupuleusement à l'oracle de la vieille voyante. Il ordonnait sans hésiter qu'on livrât au monstre la victime dont il avait rêvé la veille, quelle qu'elle fût. Or, une nuit, ce fut dans le palais royal un concert de larmes et de gémissements. Le roi avait en effet rêvé que la prochaine victime devrait être sa propre fille unique, une enfant de 10 ans. Mais il fallait obéir. La petite princesse fut courageuse. « Ne pleurez pas, c'est la volonté des esprits, et il ne sert à rien de gémir. Mais je vous demande de ne pas m'attacher pour le sacrifice. Je peux mourir dignement. » Le lendemain, un peu avant le lever de la pleine lune, la petite fille se rendit toute seule sur la plage du sacrifice et s'assit sur un petit tabouret pour attendre le monstre. Le roi, la cour et les habitants étaient restés sur une petite colline à plus d'un jet de pierre de l'enfant, et tout le monde se lamentait. On vit alors 2 gros yeux phosphorescents luire en sortant de l'eau, et un long tentacule s'approcha de l'enfant immobile. La foule, terrorisée, regardait en gémissant. Le roi pleurait. Mais soudain, une silhouette sortit de l'ombre et l'éclair d'un sabre trancha la langue de ventouse. 6 autres langues sortirent tour à tour du lac et 6 fois, un éclair d'acier brilla sous la lune et trancha les 6 langues. L'assistance était pétrifiée, le monstre se tordait dans son agonie, saignait par les 7 blessures d'où coulaient des jets de liquide gluant et phosphorescent. La silhouette ramassa les 7 langues et les mit dans un sac avec son sabre, puis elle s'inclina devant la princesse qui n'eut que le temps de lui remettre sa bague de princesse, avant de la voir disparaître dans les papyrus et les nénuphars, sous les vivas de la foule. L'hydre vidé de son sang fut retrouvé flottant au matin et on brûla son cadavre dans un grand bûcher haut comme une maison au milieu de la place du marché. Puis on dansa pendant 3 jours et 3 nuits. Mais le roi et la princesse voulaient savoir qui était le sauveur du pays, la mystérieuse silhouette qui avait si proprement saigné et découpé le monstre. Et une récompense fut promise au héros sauveur du pays. Un guerrier se présenta, casqué, masqué et armé d'un sabre d'acier. Il était couvert d'une armure de plaques d'argent. On entendit sa grosse voix tonnante. « Je suis le héros que vous cherchez. J'ai tué le monstre, mais n'ai pas voulu me découvrir par modestie. Mais puisque vous m'avez convoqué, me voici donc. » Mais la princesse éclata de rire. « Mon sauveur était 2 fois plus petit que toi. Tu n'es qu'un vantard et un saltimbanque déguisé. » On chassa le matador à coups de fruits de saison pourris, mangues et papayes surtout, et on leur accompagna sous les colibets et les rires jusqu'à l'entrée de la ville. Un autre guerrier se présenta, il avait l'air terrible sous la peau de crocodile qui le protégeait des pieds à la tête. « Me voici, princesse, c'est moi qui ai découpé les langues du monstre. Je suis parti par pure modestie. Mais puisqu'on réclame ma présence, je suis venu. » De nouveau, la princesse éclata de rire. « Tu n'es qu'un usurpateur. Sous ta peau de crocodile effrayante, il y a un comédien prétentieux et couard. Mon sauveur était petit, modeste et silencieux. » On chassa le guerrier à la peau de crocodile sous les huées, à coups de mangue trop mûres et de pelures de toutes sortes. Il disparut accompagné par les enfants qui lui jetèrent des ordures jusqu'à la forêt où il se réfugia. Un troisième se présenta, c'était un garçon mince et tranquille d'une 12aine d'années, vêtu d'un simple pagne. Il portait un grand sac qu'il jeta sur le sol. «
Je suis celui que vous cherchez, dit l'enfant immobile. Le roi et les assistants étaient étonnés, incrédules. Comment un enfant de ton âge a-t-il pu vaincre un monstre pareil qui avait vaincu toute mon armée et dévoré mon général ? Demanda le roi. Grâce à ceci. Et l'enfant montra ses 2 mains nues. Et beaucoup de courage, Ajouta la princesse qui vint prendre la main de l'enfant où brillait sa propre bague. c'est lui, c'est mon petit sauveur bien-aimé. Je reconnais aussi sa voix tranquille. L'enfant vida alors son grand sac sur le sol. Les 7 langues séchées du monstre s'étalèrent, ainsi que son sabre d'acier, un simple coupe-coupe de cultivateur que la magie du courage avait rendu invincible. Inutile de vous raconter la suite. Mais la princesse épousa évidemment son sauveur, 5 ans plus tard car ils étaient un peu jeunes. Et ils eurent 15 beaux enfants, ce qui n'était pas rare en ce temps-là.